J'ai googlé éditeur sur Internet, je leur ai envoyé le manuscrit. Au bout de 2 semaines, ils m'ont dit c'est bon pour nous. À ça, qu'est-ce qui te donne envie de rentrer travailler au Maroc? Il faut rentrer. Il faut rentrer pour aider le pays, développer le pays. La data est là, les algorithmes sont là. Now is the moment, surtout pour nous. Notre cerveau n'est pas pire que celui des gens en Californie, en Silicon Valley ou des Européens. 2 amis qui me parlaient beaucoup de crypto-monnaie à l'époque de la bulle et je leur dis faites attention, faites attention. C'est un jeu à somme nulle. Si vous gagnez, c'est parce que d'autres perdent. Essam Alaoui, bonjour. Bienvenue dans Next Wave Podcast. Merci. Je suis très content de t'accueillir. Écoute, on s'était croisés en 2020 déjà, assez rapidement, pendant le Covid. Après, c'est surtout en suivant tes articles que j'ai vu ton travail. J'ai vu que tu écrivais sur des sujets variés. J'ai vu que tu parlais de l'intelligence artificielle, de data science, de crypto-monnaie aussi un peu. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. On va parler aussi de ton aventure entrepreneuriale que tu lances. Donc voilà, on a pas mal de sujets à couvrir. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis heureux d'être là pour partager avec toi cette expérience que j'ai et puis tout ce que j'aime faire et tout ce qui me passionne. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Avec plaisir. Ok, bah écoute, est-ce que je peux te laisser te présenter pour commencer? Ouais, bien sûr. Alors, je vais me présenter assez rapidement sans rentrer dans les détails. Moi, j'ai grandi vraiment tout petit, je pense quand j'avais 10 ans, 15 ans, entre 10 ans et 15 ans, vraiment dans un écosystème très informatique, hardware, beaucoup de bidouillage, software, hardware. Donc, à l'époque, voilà, je montais des machines, on jouait beaucoup avec les PC, les tours centrales. J'ai grandi aussi avec beaucoup de lectures, de la science-fiction. J'ai lu beaucoup d'Asimov, dont j'en suis un grand fan. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me marque le plus de mon enfance, c'est vraiment cet amour pour l'informatique, pour le côté un peu bidouillage, touche à tout, intéressé par beaucoup de choses, et puis par la lecture. J'ai fait des études en France. Voilà, après la prépa, je fais une école d'ingénieur, je fais l'école polytechnique, et puis je me suis spécialisé dans l'informatique, l'architecture des ordinateurs, la cryptographie, un peu de statistiques financières, et puis surtout ce qui était les prémices de l'intelligence artificielle, on appelait ça l'apprentissage statistique. D'accord. En 2010-2011, donc c'était un peu tout le champ théorique qui est derrière l'IA, qui est derrière le machine learning, la data science. Donc c'était à travers un master à l'ENS Cachan où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et puis voilà, mon parcours a été surtout, j'ai suivi ma passion pour les maths, ma passion pour les robots, pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et après voilà, je me suis lancé dans la vie active dans le conseil en système d'information, et puis j'ai suivi le chemin de l'informatique tout au long. On va y revenir, mais je veux revenir sur ce dont tu as parlé, notamment donc Isaac Asimov, qui est une référence de la science-fiction. Donc tu as parlé de robots, tu as parlé d'informatique, c'est des sujets qui sont assez présents dans ce qu'il a écrit. Comment ces lectures-là ont structuré ton adolescence? Est-ce que c'est ça qui t'a emmené vers l'informatique et les mathématiques ensuite? Voilà, quel impact ça a eu sur ta vie? Alors, Asimov a été une figure extrêmement forte, extrêmement importante dans mon enfance, parce que c'était un écrivain qui était d'abord une échappatoire, et comme tous les adolescents, nous avions besoin d'échappatoire, échappatoire à l'école, échappatoire à l'adolescence. Donc, c'était une façon de fuir un peu ma chambre et d'aller dans des millénaires, dans des millions d'années plus loin, d'aller sur d'autres planètes, dans d'autres univers, discuter avec des robots. Donc, voilà, comme tout adolescent, c'est une façon de se projeter ailleurs, de vivre de nouvelles expériences, d'une part, mais ça c'est propre à tout ce qui est fiction, tout ce qui est littérature de ce type-là. Je pense que Asimov m'a surtout marqué parce que ça a été un écrivain qui a vu l'avenir avant qu'il se déroule. Ça a été, en tout cas pour moi, le premier écrivain majeur, c'est pas le premier, mais en tout cas majeur, premier écrivain majeur à voir les risques et à matérialiser les risques de l'intelligence artificielle à travers les 3 lois de la robotique, ou les 4 lois de la robotique, si on ajoute ne fait pas de mal à l'humanité, qui est la loi 0, qui intervient un peu plus tard dans ses œuvres. Et donc, j'ai été fasciné par cet écrivain russo-américain,
américain qui a émigré aux États-Unis. Qui a pensé en fait en avance Bien sûr. les questions. Parce qu'il a écrit première partie du XXe siècle, non? Il a écrit première partie du XXe siècle, effectivement. Il a écrit à partir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chimiste, donc il écrit toujours autour de sujets qui sont très scientifiques, qui sont assez bien pensés, assez bien raisonnés. Et puis, le thème de prédilection qui revient à chaque fois dans ses livres, c'est quelle place, d'un point de vue sociologique, quelle place la robotique, et quand on dit robotique, on dit la robotique au sens intelligence artificielle, peut avoir dans une société humaine, quand on parle de médecine, quand on parle de gouvernement, quand on parle de tout ce qui est juridique. Même d'éthique. En fait, c'est des sujets qui bien sont sûr. revenus beaucoup plus tard, après, Bien sûr. plutôt dans les années 2000, les années 90, Bien quand ça sûr. s'est développé. Le sujet éthique est effectivement très présent à travers notamment une série de livres qui est dans la série Le Livre des robots. C'est une série de nouvelles et de livres autour des robots où à chaque fois il y a des problèmes qui arrivent. En gros, le robot est confronté à l'être humain, à la société humaine, et ça provoque des conflits. Par exemple, un robot tue un être humain. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Alors, pourquoi est-ce que le robot a tué l'être humain? Est-ce qu'il a vraiment tué? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de programmation? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème ailleurs? Et donc, est-ce qu'il l'a tué pour sauver 2 humains? Exactement, bien sûr. Et là, on tombe dans des sujets, on a entendu parler, mais beaucoup plus tard. Moi, la première fois que j'ai entendu ces sujets, c'était toutes les réflexions sur les voitures autonomes. Ouais, et quelles sont les décisions que l'algorithme doit prendre? Bien sûr. Quelle vie sauver en cas de problème? Est-ce que c'est le conducteur? Tout à fait. Est-ce que c'est le plus d'êtres humains possible s'il y a un bus qui arrive en face? Bien sûr. Donc c'est des sujets qui sont vraiment passionnants, et c'est vrai que moi j'ai lu un petit peu Asimov, beaucoup moins que toi, mais c'est vrai que c'est assez marrant quand tu regardes la date à laquelle il a écrit ses livres, de voir les sujets dont il a parlé. C'est très intéressant. Et il y a beaucoup de paradoxes auxquels nous ne sommes pas confrontés en tant qu'humains, parce que les êtres humains se jugent entre eux en tant qu'êtres humains, se jugent avec, je pense, beaucoup plus on va dire de douceur et d'empathie. Mais dès que le même problème est transposé à un robot qui est une machine programmée par une personne théoriquement pour faire une chose bien définie, un acte bien défini, cette empathie n'a pas la même nature, n'a pas la même forme. Et donc, dès qu'on enlève cette empathie, la question de l'intégration du robot à la société, en fait, elle devient critique, elle devient cruciale, parce que un robot qui fait une erreur, c'est pas comme un être humain qui fait une erreur. On peut pas simplement prendre le robot et le mettre sous les verrous en prison. Ouais. Il faut le traiter différemment, avec un axe très différent. Donc, pour moi, Asimov, c'était aussi l'occasion de se projeter sur une réalité un peu fantastique, où ce genre de problème se pose tous les jours. Et donc, en ce sens-là, Asimov est aussi un écrivain de romans policiers. Ouais. Une série de livres sont des romans qui sont de type policier, où il y a des énigmes qui impliquent des robots, mais qu'il faut résoudre. Et pour moi, c'était extraordinaire de plonger dans cet univers, parce qu'il y a énormément de livres. Il a été un écrivain très prolifique. À chaque fois, chaque nouveau roman, chaque nouveau tome. Voilà, chaque nouveau tome, c'était vraiment une nouvelle découverte. Ça n'a pas forcément de lien avec ma passion pour les mathématiques, qui est plus liée à certains professeurs que j'ai eus, ni à l'informatique, parce que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur assez tôt dans ma vie. Mais disons que cet ensemble-là, cette grosse marmite, oui, ça t'a emmené vers ça. Donc ensuite, c'est ce que tu disais. Donc tu fais ton lycée au Maroc. Ensuite, tu fais une classe préparatoire. Ensuite, tu rejoins Polytechnique. Tu te spécialises plutôt en statistique, en data. Je crois que tu fais le MVA à l'ENS Cachan. Je crois que c'est à l'ENS Cachan. Et donc, ensuite, tu décides de commencer ta carrière en data science, avec une casquette à la fois technique et une casquette en même temps qui est une casquette de consultant en data science. Comment ces études-là t'ont permis d'arriver chez Octo Technologies, donc là où tu étais justement consultant en data science, et ensuite, quel était ton rôle quand tu as commencé là-bas? Je pense pas que mes études ont eu un impact, en tout cas pédagogique, important sur moi. Je pense que les études, j'ai juste suivi une voie qui m'était tracée, et puis sur laquelle, alhamdoulilah, j'ai réussi à un peu percer. Mes choix de carrière ont été plus dictés par ma passion de l'informatique. J'ai appris l'informatique à l'école polytechnique, comme j'aurais pu l'apprendre dans n'importe quelle école, bonne école qui fait un peu d'informatique, qui donne des cours d'informatique. Donc ça, c'est pas un sujet pour moi. Par contre, ce que j'ai appris à l'IX, c'est vraiment beaucoup de résilience avec la prépa. C'est beaucoup de résilience, une capacité à surmonter toutes les difficultés,
et puis aussi une sorte de sentiment d'invulnérabilité face au challenge, face à la complexité, lorsqu'on fait des maths, lorsqu'on fait de la crypto, puis lorsqu'on fait de l'informatique, même si l'informatique peut être parfois... C'est quoi? C'est le sentiment que tu peux y arriver qui va. Ouais. Tu peux toujours y arriver. C'est ce qui va te permettre en fait de rentrer dans le sujet. Yes. De pas Rentrer avoir dans n'importe quel sujet. la barrière qui te dit ça c'est pas pour toi. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai intégré un cabinet qui était spécialisé dans l'expertise technologique, pas forcément dans le développement, on va dire, simple, limité et simple. Et donc, du coup, c'était aussi une façon pour moi de prouver que je pouvais réussir à rentrer dans un monde qui était complexe, qui était un monde où il y avait des gens qui me dépassaient de très très loin dans l'informatique. Et c'était le cas. J'étais vraiment mauvais, vraiment très très loin par rapport aux gens avec Parce qu'en fait, tu lesquels avais j'ai une appris. formation beaucoup plus maths. Bien sûr. Pas appliquée. Mine de rien, les Ouais. écoles d'ingénieurs en France, elles donnent un niveau en maths qui est assez élevé, Tout à fait. mais c'est pas du développement informatique. Tout à fait. Tout Donc à ça, fait. tu l'as appris sur place. Exactement. Et puis, il faut aussi dire que la data science n'a commencé en France que 2012, 2013, 2014. Je n'ai pas commencé en tant que data scientist, j'ai commencé vraiment en tant que développeur. D'accord. Je fais du PHP, je fais du .NET, je fais du Java, je touchais un peu de tout en termes de langage. Et c'est qu'au bout d'1 an et demi que le marché a commencé à suffisamment maturer pour que on puisse se lancer dans la data science. C'est là où j'ai utilisé ce que j'avais appris dans mon master. Mais ma première année a été une année plus où j'ai été confronté aux clients sur des domaines que je ne maîtrisais pas forcément et j'ai dû apprendre très vite beaucoup de choses. Ok. Donc tu as commencé, c'était plus de l'informatique. Qu'est-ce qui a fait que dans les années 2010, la data a commencé à être important? Est-ce que c'est les entreprises qui se sont rendues compte que c'était une manière de créer de la valeur? Ouais, c'est une très très bonne question à laquelle la réponse est multifactorielle. Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a une révolution hardware concomitante à cette révolution data. La révolution hardware, c'est effectivement la loi de Moore. On la pensait morte. Elle continue de vivre à travers les multicorps et à travers la réduction de la taille des transistors. Et on y est encore. On y est encore. 3 mm, 3 nanomètres, 6 nanomètres, 3 nanomètres. Donc on y est encore. D'une part, d'autre part, donc aussi par rapport à cette révolution hardware, à la révolution du stockage, on peut stocker de plus en plus de data. Donc du coup, le coût du stockage continue de diminuer en suivant quelque part un peu la loi de Moore, de manière exponentielle. Ça d'une part. D'autre part, il y a aussi une sorte de petite révolution algorithmico-statistique. Okay. On a vu, je pense que c'était en 2009, on a vu l'émergence d'un certain nombre de librairies informatiques qui prétendaient pouvoir automatiser le travail du statisticien. Et donc, lorsqu'on automatise le travail du statisticien, alors c'est pas qu'on automatise exactement le travail du statisticien, c'est qu'on est capable de capter de l'information, capter de la valeur à travers des algorithmes qui sont automatiques, qu'il ne faut pas corriger à la main, qu'il ne faut pas tuner à la main, donc il ne faut pas forcément complètement contrôler les échantillonnages. Des briques plus ou moins utilisables. Tout à fait. Qu'il faut adapter à ta situation. Et donc là, c'est quoi? C'est les Facebook, Google? Est-ce que tu parles de PyTorch? Ouais, je parle de... Alors scikit-learn, une des premières grandes librairies en Python qui a permis de faire de la data science, mais effectivement, PyTorch, TensorFlow, un peu après pour tout ce qui est deep learning. Tu as énormément de petites briques qui ont fait permettent... que tu n'avais pas besoin de tout recréer à chaque utilisation. Okay. En fait, elles ont démocratisé le machine learning, démocratisé la data science pour des gens qui n'avaient pas pas le courage, mais qui n'avaient pas ou bien les capacités ou bien le temps, pour faire une étude statistique à proprement Tout dite. Le monde n'a pas 1000 statisticiens bien plus sûr. Développeurs. Bien sûr. C'est aussi une question de productivité, c'est-à-dire qu'avec des algorithmes, je suis capable de capter de la valeur et capable de faire des analyses pour lesquelles je devais passer plus de temps avant, en faisant de la statistique traditionnelle. Et c'était quoi l'intérêt pour Facebook, Google? Est-ce que c'était la communauté? C'était avoir le maximum de feedback pour développer leur techno? Alors, je pense que ce soit Facebook, Google, mais aussi, par exemple, scikit-learn, c'est l'INRIA. C'est un laboratoire français qui est à l'origine, ils ne sont pas seuls, mais avec les contributeurs open source qui venaient un peu de l'EPFL aussi, me semble, des gens des États-Unis. Il y a un mouvement vers l'open source et on s'est rendu compte que l'open source, c'était un win-win. Que lorsqu'on construisait des librairies open source, du coup, on construisait quelque part des briques sur lesquelles d'autres personnes pouvaient contribuer
Et si je mets 10 sur la table, 10 autres personnes vont mettre 10 sur la table et on va se retrouver avec 100 de valeur. Et donc, il y a cet esprit de co-construction, je pense, qui est devenu un peu la mode et auquel ont aussi contribué les Google, Facebook, un certain nombre de sociétés. Ils ont compris qu'en partageant un bout de leur code, elles pouvaient permettre à d'autres personnes avec des expertises différentes ou avec du temps, des gens qui ont rien à faire, qui ont juste envie de contribuer, pouvaient aussi améliorer pour le bien commun des briques. Et donc, du coup, l'open source a permis aussi la démocratisation de ces librairies. Ok. Et c'est ce qui a fait qu'on a vu naître la data science, en tout cas pour moi, de mon point de vue, beaucoup de librairies qui étaient à portée de main pour des gens qui n'étaient pas forcément très statisticiens ou qui n'avaient pas beaucoup de temps, qui devenaient très productifs et qui pouvaient créer de la valeur. Et même des bouts de code parfois aussi qui Utilisables. permettent d'apprendre. Ok. Bien sûr. Le but aussi aujourd'hui, c'était, tu vois, tous ces termes dont tu as parlé, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail Ouais. à différents moments de la discussion. Bien sûr. Pour reprendre le fil, donc tu rejoins Ouf de Technologies, tu commences par apprendre tous ces sujets de développement informatique que tu n'avais pas vu en école. Et donc ensuite, tu prends une casquette un peu plus data. Yes. Comme je disais au début, moi j'ai beaucoup vu ce que tu faisais à travers tes blogs. Et en 2017 ou 2018, je crois que tu écris un article sur la data science. Et tu dis qu'il y a 3 rôles importants ou 3 sous-rôles qui constituent le travail du data scientist. En tout cas, du data scientist complet, on va dire. Complet. Il y a une partie data engineer, parfois on dit data architecte, c'est un peu différent, je pense, de structuration, de nettoyage, de la donnée. Il y a une partie machine learning. Alors, est-ce qu'on appelle toujours ça machine learning? En tout cas, c'est toute la partie statistique, modélisation, etc. Et tu as une partie beaucoup plus, parfois on dit data analyst, créer de l'insight business, créer de la valeur business. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu es arrivé à cette définition? Est-ce que c'était le rôle que tu avais? Et est-ce que cette définition, elle tient toujours aujourd'hui, quelques années plus tard? Ouais, elle tient. Alors, en fait, si on revient un peu en arrière, ce sont des notions qui sont assez fréquentes depuis les années 2010. Le monde, la science de la donnée, la data science, c'est la rencontre de 3 différents mondes. C'est la rencontre du monde de la technique, de la data. Il faut comprendre qu'est-ce qui est stocké sur des disques durs, sur des SSD. Donc, c'est des gens qui doivent maîtriser le format stockage, la manipulation, les algorithmes distribués, puisqu'on ne travaille plus sur un seul corps, un seul CPU. C'est des gens qui sont plus techniques. Donc, il y a vraiment ce monde technico-technique qui est représenté par le data architecte ou le data engineer, ou bien des gens qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis. Il y a un deuxième monde qui est le monde de la valorisation. Comment extract the hay from the needle from the haystack. Donc, comment sortir vraiment avec l'aiguille et à travers les algorithmes statistiques. Donc, c'est la data science, c'est le machine learning. C'est la data science dans son volet statistique. Donc, le machine learning, la capacité à extraire les bonnes informations pour les lier aux bons événements et construire du knowledge, construire un savoir, avoir une connaissance qui est réutilisable, qu'on peut réutiliser. Et ça, c'est l'objectif de la data science. Et le troisième monde, c'est le monde dans lequel on vit, le monde business. Et le monde business, c'est un monde qui parle argent, qui parle use case, qui parle produit, qui parle mettre en production, optimisation, bien sûr, les contraintes. Faire la data science pour un fermier, c'est pas faire la data science pour un médecin, c'est pas faire la data science pour un corporate pour faire de la finance. Donc, et ça implique aussi d'avoir une vue globale. Bien sûr, et cette vue globale et savoir qu'est-ce qui marche pas et comment est-ce que je parle aux gens. Le data analyst, il va savoir parler aux stakeholders, essayer de leur expliquer, essayer et quelque part un petit peu le machine learning, et essayer de le rendre le plus digeste possible pour que les bonnes décisions soient prises. Et il y a des décisions qui sont prises par les métiers, pas que les statisticiens et les métiers et les techniciens qui prennent les décisions. Ce que tu dis, c'est passer de la data un peu dégueulasse à la structurer, à l'analyser, et en fait à la fin c'est une recommandation. À la vendre, à la fin ça peut être sûr. une phrase. Il faut la vendre. On nettoie, puis on valorise, et ensuite j'ai un produit, mais ce produit je dois aller le vendre. Donc je vais le vendre à un département marketing, je vais le vendre à un fermier, à un médecin. Et il se peut que le médecin, tu viennes lui vendre, je sais pas, tu veux lui vendre un produit qui fait de la radiologie, mais il va te dire mais ce truc-là il correspond pas à mon besoin. C'est pas quelque chose qui va m'aider pour mon travail. Du coup,
as mal pensé le market fit, tu as mal pensé le besoin, et donc il faut revoir la structure. Il faut peut-être revoir jusqu'à la donnée, jusqu'en bas. Ouais. Non, c'est super intéressant. Et alors, quand tu prends la casquette de data scientist, est-ce qu'on te demande directement d'avoir ces 3 rôles-là? Parce que je sais que parfois, les gens ont un de ces rôles, justement. Ouais. Est-ce que pour toi, ça s'est fait sur le temps long? Comment ton rôle a évolué pour avancer un peu entre ton début chez Octo Technologies et peut-être les quelques années que tu passes chez Octo? Ouais. Moi, j'arrive avec une casquette plus machine learning engineer, Ok. donc plus spécialisée sur les algorithmes, qui est en fait la continuation de ma formation. Et à travers l'année ou l'année et demie de code que j'ai fait avant, ça m'a ouvert les portes plus facilement vers le data engineering. Et après, l'aspect conseil, c'était vraiment les soft skills, savoir parler, pitcher un client, savoir discuter, présenter des findings, etc. Donc, je trouvais que l'expérience que j'avais m'avait permis d'essayer de trouver la complémentarité entre les 3 mondes. Le data science, on dit souvent que qu'il doit être un mouton à 5 pattes. Donc, c'est un mouton qui n'existe pas. Pour la raison que un data scientist qui oublie le métier, c'est un data scientist qui ne sait pas ce qu'il produit. Il ne sait pas pourquoi il le produit, à qui il va le vendre. Donc, il faut qu'il ait un peu de data analyst. Il faut qu'il ait un côté un peu métier, un peu fouineur et qu'il sache parler. De la même manière, un data scientist qui ne comprend pas la donnée, c'est un data scientist qui est en train de faire ce qu'on appelle de la science folle. Il ne maîtrise pas le terrain sur lequel il joue. Donc, le data scientist doit être quand même un peu un data engineer. Après, ce n'est pas pour autant que le data scientist va mettre les mains dans des frameworks complexes comme Hadoop ou Kubernetes, ou etc., d'autres frameworks. Donc, il doit comprendre, mais pas forcément être un spécialiste. De la même manière, on ne va pas demander au data scientist d'aller pitcher un COMEX, la tête haute, et de maîtriser le métier, de maîtriser le business, maîtriser le marché, les clients, etc., parce que sa spécialité, ça reste quand même la donnée. Maintenant, il faut que ces compétences puissent tendre vers ces 2 bouts, vers ces 2 mondes, de manière à ce qu'il puisse faire pour qu'il puisse faire plus effectivement son travail et de manière plus efficace. Ok, super intéressant. Donc tu peux commencer avec une casquette et évoluer. C'est la meilleure façon de faire. Et évoluer vers le reste. Et donc, tu passes quelques années chez Octo. Je sais qu'ensuite tu vas, je crois, en Australie. Tu fais un premier départ vers l'étranger. Et ensuite, tu décides de rentrer au Maroc pour travailler initialement plus dans des larges corporates, plutôt dans le milieu bancaire. Mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce qui te donne envie de rentrer travailler au Maroc? Comment ça s'est passé? Alors, le retour au Maroc est très naturel. J'y pensais depuis le départ. Je ne me suis jamais posé la question. Je me sens 100% marocain, donc il faut rentrer. Il faut rentrer pour aider le pays. Il faut rentrer pour développer le pays, pour répandre les bonnes pratiques, former les gens, partager ses compétences. Donc, pour moi, c'est une question qui est assez simple. La question, c'est quand est-ce qu'il faut rentrer. Donc, on rentre quand on a assez de maturité pour pouvoir donner suffisamment et faire évoluer le domaine de la data science, de la data en général au Maroc. Donc, pour moi, la question de rentrer, elle se fait naturellement. Après, pourquoi est-ce que je rentre? Je rentre aussi pour grandir sur des axes sur lesquels je n'avais pas grandi avant. Le corporate, je ne le connais pas. Le client final, je ne le connais pas. Et donc, j'avais besoin de rentrer dans un monde dans lequel je pourrais tenir un projet sur plusieurs années et pas juste sur 2 mois. J'avais besoin de rentrer dans un monde où je serais encore plus proche des stakeholders, et donc dans la banque, plus proche du marketing, de la finance, des différents métiers qui ont besoin de la data pour produire de la valeur. D'autre part, donc pour moi, le retour au Maroc, ça a été une façon de grandir personnellement à travers une nouvelle expérience professionnelle qui était un peu diamétralement opposée quelque part à ce que je faisais déjà chez Octo, en France et en Australie, et d'autre part pour juste contribuer et partager un peu plus mon savoir. Ok. Quand tu rentres, tu rejoins CIH Bank, en tant que dans le Data Lab, je crois. Et donc là, tu es head du Data Lab de CIH Bank. Qu'est-ce que c'est qu'un Data Lab? Comment s'est passé ces débuts chez CIH et c'était quoi ton rôle? C'est une expérience formidable. La vision du président à l'époque, Serhou Ahmed Rahou, du CIH, donc en 2016, c'était d'avoir un espace protégé, on va dire protégé et dédié à la data et à l'innovation autour de la data.
Donc, ce n'était pas exactement un Chief Data Office parce qu'on n'avait pas les fonctions de data management, on avait uniquement les fonctions de manipulation de la donnée, de la data science, machine learning et tout ce qui est innovation autour de la data. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une plateforme la plus complète, la plus riche en data possible, de laquelle puissent émerger des idées qu'on teste et qu'on prototype en fail fast. Et ensuite, si elles marchent, à ce moment-là, elles sont données à la DSI pour essayer d'incuber, pour essayer d'en faire quelque chose de plus. Donc, c'était pas dans la DSI, c'était Non. une fonction qui était transversale. Tout à fait. Et donc, quand tu es arrivé, il y avait déjà une DSI avec Ouais. bien sûr, qui est structurée avec les données, etc. Le but, c'était de trouver des solutions à partir de la donnée. Exactement. C'était quoi les premiers chantiers si tu veux, pardon, je te coupe. Si tu veux, on est comme une sorte de micro-entreprise à l'intérieur d'une grande corporate. Et la micro-entreprise, donc il est là, le head du Data Lab, le premier jour, il se pose, il a rien, il a ni personne, ni asset. Il doit former, il doit recruter, il doit former, il doit acheter des machines, il doit s'alimenter en données, c'est ce qu'on consomme, et il doit trouver des clients. Et donc, le quotidien du head du Data Lab, c'est de faire le tour des différents métiers et de leur dire, j'ai quelque chose à vous vendre, est-ce que vous achetez? Si personne n'achète, je vais faire une boutique, ça ne sert à rien. Parce que l'évolution, c'est que la data, c'est plus un centre de coût. Exactement. La data, c'est au centre de la création de la valeur. Au centre de la création de la valeur. Donc c'est là où c'est de l'entrepreneuriat, on peut dire. Tout à fait. Et effectivement, les gens au CIH étaient très conscients vraiment les responsables étaient très conscients de l'importance de la data comme une source de valeur. Donc, on fait le tour des personnes et puis on essaie de vendre et puis on prototype et puis si ça donne quelque chose, ben on essaye d'en faire un vrai produit qu'on met en production et qu'on automatise. Okay. Tu peux nous parler d'un exemple que vous avez mis en place chez CIH? Oui, il y a plein d'exemples. Alors, l'exemple le plus simple, ça a été de refaire un... Alors, la data, traditionnellement, elle est traitée dans la DSI sous forme de reporting. C'est des reportings qui sont ou réglementaires, ou opérationnels, ou financiers. Trois grands types de reporting. La question, c'était comment est-ce qu'on peut passer d'une approche où c'est la DSI qui prépare un reporting pour les métiers à une approche de ce qu'on appelle la self-BI. Et donc, c'est le métier qui peut construire son propre reporting à partir d'un catalogue et d'un ensemble riche de données qui sont déjà préformatées, pré-nettoyées, etc. Et donc, par exemple, un des gros projets, alors ça, c'était pas un petit projet, ça, c'est un des gros projets qui continue jusqu'aujourd'hui, ça a été d'inverser la tendance et de rendre le métier, le business, acteur de son propre reporting, de sa business intelligence, et pas seulement un acteur passif de la consommation d'un reporting qu'il doit commander et pour lequel il doit attendre parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et donc ça permet d'empowerer, de donner du pouvoir au métier. Et on se rend compte dans le monde de la data aujourd'hui qu'il faut donner du pouvoir aux gens, il faut décentraliser, il faut déléguer parce que ça permet de désinfantiliser, ça permet de rendre les gens, de leur montrer qu'ils sont en capacité de faire, de comprendre, d'explorer et de trouver leurs propres solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le monde du data management, est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de créer encore plus de valeur quand une organisation est suffisamment mature. Ouais. Et ça, c'est des outils qu'ils utilisent pour le reporting, mais aussi, j'imagine, dans leur day-to-day, parce que je pense que plus ils mesurent, plus ils peuvent améliorer eux-mêmes leur process, leurs résultats, etc. Bien et donc sûr. ça, c'était utilisé ensuite par la suite. Bien sûr. Le reporting, c'est une partie. La business intelligence, c'est une partie. Mais pour un certain nombre de besoins bien spécifiques, on devait créer des reportings très spécifiques, par exemple du real-time, ou bien des besoins de monitoring, ou bien un besoin de rebond sur un client à J+1, etc. OK. À peu près à ce moment-là, quand tu étais chez CIH, tu avais écrit un blog post sur la big data. Ouais. Dans les années 2010, quand la data devient de plus en plus à la mode, on entendait beaucoup ce mot qu'on entend un peu moins, je trouve, ces dernières années. C'est quoi pour toi la big data? Comment on peut toujours définir ça aujourd'hui? Alors, moi, j'avais une définition. La big data, c'est une donnée ou un ensemble de données qui forme un tout cohérent qu'on appelle un dataset ou un ensemble de données. Par exemple, on va dire la donnée comportementale client monétique. Donc, la donnée comportementale client monétique, c'est une donnée qui va être composée de peut-être une quinzaine de tables, peut-être une centaine de colonnes, etc. Et donc, si on parle de cet ensemble cohérent de données, il faut qu'il ait une taille suffisamment grande pour qu'un traitement sur une architecture
PC conventionnels ne soit plus intéressante en termes de vitesse ou en termes d'efficacité. Ok. Donc tu as un threshold technique, et c'est vraiment une notion technique. C'est d'abord une notion technique De mémoire ou de capacité de calcul? de capacité de mémoire, de stockage, Ok. et ensuite de capacité de calcul, parce qu'en général, le stockage, il va suivre le calcul. Ok. Et le big data arrive lorsque on a trop de données pour des capacités de calcul qui sont pas assez bien pensées ou pas assez efficientes Sur une machine sur des machines ou même, traditionnelles. ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que on stocke de plus en plus de données et on n'a pas un hardware qui est adéquat. Maintenant, le big data, en tout cas dans son acception générale, le big data, il y a aussi une partie business. Le big data, c'est aussi la capacité à extraire plus d'informations d'une donnée qui est plus diluée. Ok. Donc, avec la statistique traditionnelle, tu vas me ramener une donnée comportementale monétique qui va être une donnée qui va dans tous les sens, qui a toutes les formes possibles et imaginables. Et qui va par exemple contenir 500 gigaoctets de données, donc l'équivalent d'un gros disque dur rempli. Tu vas me dire, extrais-moi de l'information. Le statisticien il va dire, il y a plein d'informations possibles, je ne sais pas quoi extraire, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de données et il y a des patterns dans tous les sens. Le big data, c'est la capacité parce que l'information est diluée, il y a beaucoup de données et il y a peu d'informations, parce que ça va dans tous les sens. Le comportement monétique d'un client, il est erratique. Il ne suit pas une loi normale, il ne va pas suivre un comportement bien précis. Et donc, dans sa face business, le big data, c'est aussi la capacité à aller chercher vraiment needle in the haystack. Donc, on revient sur l'image que je donnais tout à l'heure, la capacité à aller chercher une information très précise ou bien une information très peu concentrée dans un grand volume de données. Et donc ça, c'est le volet business. Ok, qu'en général, on va mettre dans la data science, mais on peut séparer avoir de la donnée qui peut ne pas être structurée, mais qui est claire. C'est-à-dire, on a de l'information client sur tel sujet et on a tel exercice à faire, à de la donnée beaucoup plus large d'un groupe. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, quelle est même la question à laquelle on veut répondre? Okay. Le big data et la data science sont interconnectés. Parce qu'à partir du moment où vous avez des grands volumes de données, vous êtes plus capable d'avoir une approche humaine, statistique, descriptive du sujet. La statistique, c'est vraiment la capacité de l'homme à comprendre la donnée pour essayer d'en extraire des patterns. Mais lorsque vous avez 500 gigas de données, lorsque vous avez le comportement client qui tient sur 500 gigaoctets de données, on peut plus faire on va faire un peu de descriptif, mais on peut plus comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est la machine qui prend le relais de l'être humain pour essayer d'automatiser une capacité à aller chercher des patterns, des corrélations, quelque chose de bizarre pour extraire de la valeur. Et donc, la data science a grandi avec la big data, elle s'est nourrie du big data pour tirer de la valeur. En tout cas, ces algorithmes ont été une part importante de l'explosion de l'importance du big data. Ok, d'accord. On y reviendra plus tard parce que je veux aussi parler un peu d'intelligence artificielle et de ce qui a changé ces dernières années. Et c'est relié à ça. Mais pour poursuivre sur ton parcours, donc tu as eu cette expérience dans un large corporate marocain et ensuite dans un second qui est Tijari. Où là, tu as eu un rôle un petit peu différent de CDO, donc Chief Data Officer. Bien sûr. Qui d'ailleurs était un rôle, je pense, quelques années avant que tu l'aies, qui n'existait pas, en tout cas, que je pense qu'il n'existait pas encore au Maroc. En tout cas, qui a été créé dans les années 2010, je pense. Ouais, c'est ça. Tu as commencé à répondre à la question tout à l'heure en disant qu'il y avait une partie de management de la donnée à l'échelle du groupe, etc. Tout à fait. Mais c'est quoi la différence entre une fonction data science ou un data lab et un rôle de Chief Data Officer? Excellente question. Et je vais y répondre de manière très simple. La data, là encore, c'est un process, en tout cas la data dans un corporate, c'est toujours une chimère à deux têtes. C'est une chimère qui est technico-scientifique, technico-statistique, mais c'est aussi une chimère organisationnelle. La data, et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est que souvent c'est beaucoup plus facile de produire de la valeur d'un point de vue statistique et beaucoup plus difficile d'aller l'intégrer dans les business process, dans le mindset des gens, de changer la culture change est extrêmement compliquée. Je pense au Maroc encore plus qu'en France, mais quelqu'un qui dit qu'il veut changer les choses avec de la data doit prendre ces deux volets en considération. Donc, OK, on est capable d'avoir des architectures data, faire de la big data, d'avoir des algorithmes, de l'infrastructure, mais il faut être aussi capable de vendre, vendre la data aux différents métiers, de corriger la donnée à travers des process métiers. Il faut aussi être capable
d'intégrer la donnée dans les différents streams et dans les différentes applications. Il faut faire attention au sujet éthique, au sujet confidentialité, au sujet CNDP, RGPD, le cloud. Donc il y a un volet organisationnel qui est extrêmement complexe que j'avais envie d'explorer, que j'avais envie de craquer quelque part. Je pense aussi pour ma quête personnelle de balayer la data sur vraiment toute son horizontalité. Et donc le métier du Chief Data Officer, c'est d'avoir une casquette plus organisationnelle que technique, je dirais, et de déléguer la partie technique peut-être à une DSI ou à des data labs ou à une équipe ou à une équipe dédiée, et de voir qu'est-ce qui fait que tel algorithme peut générer de l'argent, ou peut générer, ou bien réduire des coûts, ou bien réduire de la fraude, ce genre de choses. Et à la question de, moi, tu me donnes l'algorithme parfait, en fait, intégrer l'algorithme parfait dans un business process, ça se fait pas du jour au lendemain. Il te faut des data stewards, il te faut des gens qui comprennent la donnée, il te faut des proxys, il faut convaincre, il faut essayer de l'intégrer d'une manière qui soit seamless, qui ne crée pas de problème dans le process. Donc il y a tout un travail d'adéquation entre le monde de la data et le monde de la banque, en l'occurrence, qui doit être fait par une personne qui a une casquette plus transformation, plus high level. Tu as parlé donc de ce rôle qui est beaucoup plus large et tu as parlé des sujets réglementaires qui sont une question importante. Et, moi, je veux faire le lien avec autre chose. Tout à l'heure, on a parlé d'open source. Depuis 5-10 ans, je dirais, il y a un grand mouvement en Europe qui est l'open banking. Ouais. L'open banking, il permet, par exemple, de prendre sa donnée d'une banque, d'aller dans une autre banque. Ouais. Il permet aussi, d'ailleurs, d'avoir... ça crée aussi des startups parce que tu as des startups sur toutes les verticales. Tu as la startup qui te permet de faire ton budget pour économiser. Ça peut être lié à de l'investissement. Donc, voilà, il y a tout un écosystème autour de l'open banking qui est à la fois entre les grands acteurs bancaires, mais aussi avec des petits acteurs. Est-ce que tu as eu des sujets relatifs à cela? Je sais que tu as regardé un peu les sujets open banking. Quel est ton point de vue dessus? On en est où au Maroc sur l'open banking et quelles sont un peu les perspectives? Ouais, c'est un sujet qui m'attriste. Je suis très pro open data, je suis très pro partage, je suis très pro ouverture des flux sous réserve de confidentialité, etc. Et l'open banking, la PSD2, ça a été extraordinaire en Europe avec la BCE. Ça a permis vraiment d'ouvrir tout un champ de use case, ça a permis de créer un écosystème de start-up, ça a permis je pense, d'apporter plus de valeur aux clients. Au Maroc, on n'y est pas encore. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'afflige parce que je sais que techniquement, les banques dans lesquelles j'ai travaillé sont des banques qui sont prêtes, qui sont techniquement beaucoup plus avancées que ce que je pense que le client, ce que les gens pensent en général, techniquement. En tout cas, en termes de capacité d'être prêt pour l'open banking. L'open banking ne se fait pas tout seul, il se fait dans un écosystème, il se fait tout le monde doit adhérer dans l'open banking, on ne peut pas être seul à faire de l'open banking. Moi, c'est quelque chose qui me rend assez triste parce qu'il y a beaucoup de données au Maroc qui sont derrière des verrous qui sont enfermés, ou parce que la législation n'est pas prête, ou parce qu'on a peur de partager, ou parce qu'on a peur aussi des sujets de confidentialité, CNDP, on n'a pas anonymisé correctement. Et c'est beaucoup de valeurs, beaucoup de use cases, beaucoup de startups qui se perdent, qui pourraient profiter de cette donnée pour apporter de la valeur aux citoyens, aux clients, et pour les gens comme moi qui sont avides de data, qui ont juste besoin de tester, de prototyper, de brainstormer. Donc, moi, c'est mon avis sur l'open banking. Je pense que c'est une excellente chose parce qu'il faut plus d'ouverture, il faut donner plus de contrôle aux clients en général. Il faut fluidifier le marché aussi parce que quand on fluidifie le marché, on permet d'ouvrir la concurrence et on permet d'avoir un service qui est de meilleure qualité. Et un service de meilleure qualité marocain, c'est un service aussi qui peut mieux s'exporter, qui va plus s'exporter en Afrique, effectivement. Et donc, du coup, ça peut aussi avoir un intérêt géopolitique, un intérêt en termes d'internationalisation. On n'y est pas aujourd'hui sur l'open banking, mais moi, je pense que voilà, la Banque centrale marocaine, Banque Maghreb, travaille là-dessus. C'est un sujet sur lequel elle a communiqué quelques fois, mais pas beaucoup. Okay. Donc voilà, moi j'attends avidement une réglementation qui soit un peu contraignante aussi, avec des timelines, des délais, pour qu'on puisse avoir enfin ouvrir ces chakras. Ok. Et comme je disais tout à l'heure, pour faire une petite parenthèse, on a parlé de big data, on a parlé de machine learning.
Je voudrais qu'on parle un peu d'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel tu écris déjà depuis quelques années. Tu n'as pas attendu Ouais. la hype récente pour écrire sur ces sujets-là. Déjà, j'avais vu qu'en 2019, tu as fait un TEDx qui était super intéressant et dont la question était: sommes-nous si proches de l'intelligence artificielle générale? Ouais. J'ai plusieurs questions sur ça. D'abord, entre 2019 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Ouais. Peut-être même pour revenir avant, comment, déjà en 2019, tu as pu te poser cette question? Comment on est passé du machine learning à peut-être le deep learning ou d'autres avancées technologiques ou hardware qui ont permis l'émergence de l'intelligence artificielle? Ensuite, qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Et voilà, j'aimerais qu'on ouvre un peu cette discussion sur l'IA. Ouais, le TEDx, j'avais fait un TEDx parce que j'ai vu des avancées en 2010 qui m'ont donné foi en la capacité de l'homme à créer une machine qui pense comme l'homme. Donc 2010, c'est DeepMind, non? Ouais, c'est Donc c'est DeepMind, Google, tout à fait. C'est beaucoup Google, Google. DeepMind et c'est Google alors c'est Stanford, ce qu'on appelle les GLOVE et Word2Vec, qui est un algorithme de Google. Word2Vec C'est les trois grands breakthroughs qui m'ont vraiment mis la puce à l'oreille. C'était beaucoup DeepMind. Donc, on avait commencé à avoir des avancées avec les algorithmes de DeepMind pour craquer un certain nombre de sujets de renforcement de learning, et Google et Stanford. Alors, en fait, revenons à Asimov. Asimov, on parle d'un cerveau positronique. Alors, le cerveau positronique d'Asimov, c'est le cerveau qui alimente les robots. Donc, c'est un cerveau fait de silicium qui est capable de traiter de l'information humaine, donc input sensoriel, et de générer des idées et donc d'acter comme un être humain. Alors, ce qu'on a vu avec DeepMind, mais ce qu'on a vu aussi avec Google et Stanford, c'était la capacité, avec Word2Vec et GLOVE, c'est la capacité à transformer, à projeter l'espace du langage dans des espaces vectoriels où il existe des propriétés où, par exemple, le vecteur de l'homme et le vecteur des hommes, avec un pluriel, sont des vecteurs qui sont proches. Alors, Google et Stanford nous ont prouvé que, ce n'est pas les seuls, mais ils nous ont prouvé qu'on était capable de passer de l'input langage à un input mathématique cohérent. Cohérent. Et donc, c'est la première brique. Donc, pour s'arrêter, juste pour bien expliquer ça, donc ce que tu dis, c'est que Word2Vec, peut-être aussi DeepMind, donc on part de... Peut-être même pour revenir avant, j'ai vu que justement dans le TEDx que tu disais qu'il y avait différentes notions importantes dans l'intelligence. Ouais. Une des notions, c'est la parole. Et donc ce que tu dis, c'est qu'on peut passer d'un mot à un chiffre, ou en tout cas à une représentation numérique sous forme de plusieurs chiffres. Exactement. Et dès qu'on a la représentation numérique, on a le calcul matriciel, on a l'optimisation, on a les algorithmes, on a tout un monde qui s'ouvre devant nous. Pourquoi? Parce que si on a un mot, on peut l'associer à un autre mot et avoir un troisième mot qui est relié à ces deux mots. Exactement. Ok, donc pardon, je te laisse. Donc, je pense qu'on a bien résumé la chose. On montre que le monde du texte pouvait aller dans un monde numérique. Alors, depuis les années 80 et ensuite, dans les années 2000, on a déjà montré que le monde de l'image, on pouvait aussi l'amener dans le monde monde des chiffres, le monde mathématique. L'audio, on est aussi capable... En fait, petit à petit, tous nos inputs sensoriels, qui sont principalement la vue, le langage et la parole, et l'ouïe. L'entendement, exactement. On est en train de les déplacer dans un contexte mathématique qui lui est uniformisé. Qui est uniformisé et qui est surtout beaucoup plus facile, sur lequel on peut travailler beaucoup plus facilement. On a des algorithmes, on a de la puissance de calcul, on a du big data. Et donc là, le big data va entrer en jeu parce que c'est le scale qui va permettre d'atteindre ChatGPT, etc. Et donc du coup, il se passe quelque chose. On est en train de craquer le langage. Et quand on craque le langage, on craque la pensée et on craque les idées, on craque peut-être le raisonnement, on craque peut-être les émotions. Et il se passe quelque chose dans le cerveau qui est lié au langage. Et du coup, pour moi, c'était une première porte ouverte. Et donc, du coup, dans mon TEDx, je dis, il y a quelque chose qui se passe. On est en train d'y arriver, on est en train de craquer. Et donc, je pense que ça serait DeepMind qui serait le premier à créer le ChatGPT. Je me suis trompé. C'est DeepMind. C'est plutôt embourbé, entre guillemets, dans une approche plus théorique, plus scientifique de problèmes bien fixes.
et des acteurs comme OpenAI, qui a été le premier, avec l'aide de Google, donc le papier Transformers de 2019. C'est eux qui se sont engouffrés dans cette voie de essayer de scaler cette idée que le langage, on peut le transformer en une représentation numérique. Et voilà, du coup, ça a donné ChatGPT en 2022 et ChatGPT 3.5, ChatGPT 4. Et aujourd'hui, on parle de GPT-5 qui devrait arriver bientôt. Voilà, qui devrait arriver bientôt. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'est pas là pour des raisons... parce qu'il est trop puissant et que les choses trop puissantes aux États-Unis tombent sous des réglementations, notamment d'export, tout ce qui est armes nucléaires, tout ce qui est armes chimiques, etc. Donc, ce que j'ai compris des fuites qui ont eu, c'est que GPT-5 est tombé sous le coup d'une sorte d'un délai avant publication parce qu'il était trop puissant pour être juste lâché comme ça. On a dit la même chose de ChatGPT, au final, il ne s'est pas passé grand-chose, donc personne n'est mort. On va revenir sur ça parce que ça m'intéresse de comprendre comment tu penses que ça va continuer à évoluer. Mais avant ça, assez rapidement, donc on a parlé de machine learning, on a parlé rapidement de deep learning, qui est une sous-partie je pense, du machine learning. Ouais, absolument. Juste rapidement, entre 2010 et peut-être ChatGPT, qu'est-ce qui a évolué pour avoir cette technologie qui est très impressionnante? On a l'impression de parler à un ami aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je me souviens le jour où... Alors, j'ai suivi GPT-2, donc je voyais que ça commençait. Mais GPT 3.5, enfin ChatGPT, ça a été vraiment une révolution parce qu'il arrivait à communiquer. C'est vraiment la partie chat. Le GPT, on l'avait déjà depuis 2021, 2020. Donc, voilà. Pour les gens qui suivaient techniquement, on arrivait déjà à faire des choses assez impressionnantes en 2020-2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. On s'est rendu compte qu'on avait le mauvais algorithme, la mauvaise architecture de réseaux neuronaux. Si tu veux, alors, on a le texte qui est transformé en des vecteurs. On a un ensemble de vecteurs dans une représentation numérique. Et ensuite, ces vecteurs, il faut essayer de les faire discuter entre eux. Voilà. Tu as un texte, comment les faire discuter entre eux? Pour les faire discuter entre eux, il faut passer cet ensemble de vecteurs. Donc, on a par exemple un paragraphe de 10 mots. Ces 10 mots, il faut les passer dans une architecture. Il faut les passer dans un ensemble de briques qui vont faire du traitement sur ces mots-là. Les additionner, les multiplier. On n'avait pas les bonnes architectures. Et puis, il y avait un papier de Google, donc Attention is all you need, qui a montré qu'on était capable de faire discuter les mots entre eux. Et du coup, cette architecture est extraordinaire parce que à partir du moment où on arrivait à faire discuter les mots entre eux, ce n'est pas seulement les mots qu'on arrivait à transformer en des représentations numériques, ce sont les idées qu'on arrivait à transformer en représentations numériques. Le word2vec, c'était un mot égale un vecteur. Très bien. Mais un mot, quand je dis un chat, un chat, ça peut vouloir dire un chat, ça peut dire un chat, ça peut dire un chat de telle race ou telle race. Mais lorsqu'on met plusieurs mots ensemble dans un contexte, on a une idée. Et donc, attention is all you need, c'est quelque part comment est-ce qu'on passe d'une représentation numérique du mot à une représentation numérique de l'idée. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on prend une idée et on prend plusieurs idées, et puis pareil, on fait discuter les idées entre elles. Et on le fait 96 fois, en tout cas pour le papier de Attention is all you need de Google. Et donc, il se trouve que je schématise, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais il se trouve que lorsque vous faites discuter les idées entre elles 96 fois, les unes entre elles, puis encore entre elles, à la fin, vous obtenez quelque chose qui comprend. Et la meilleure façon de comprendre, c'est de lui dire de prédire. Donc, si je te dis le chat fait pipi dans ça, tu vas me dire litière, parce que tu as compris que litière était liée à un chat et pipi, etc. Et ensuite, on va faire le X fait pipi dans sa litière et il va trouver chat. Il va trouver chat, exactement. Et donc, petit à petit, donc ça c'est GPT et GPT-2. GPT-2 était capable de faire ça, donc on lui dit, il peut compléter. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que tu prends GPT-2 et tu l'entraînes, pas à compléter, mais à répondre sous forme. Il continue de compléter, c'est toujours de la complétion. Mais il complète sous forme vraiment ludique de question-réponse avec quelqu'un. Et donc, ça te donne ChatGPT quelque chose qui est beaucoup plus facile à manipuler. Prompter un GPT-2, c'était compliqué. Donc, faire quelque chose à GPT-2, c'était difficile. À ChatGPT, il suffit de lui demander, comme il est dans cette optique de chat, vous lui demandez quelque chose, il le fait, il s'exécute. Et donc, voilà, ça, c'est la révolution qui commence. Donc, pour moi, c'est vraiment ces deux facteurs-là. L'autre facteur, c'est qu'il y a une société qui s'est dit que le scale allait tout changer.
Donc, c'est Ouais. OpenAI, donc les fondateurs d'OpenAI, dont Elon Qui a un Musk. énorme pari parce qu'ils se sont dit on va mettre des milliards et il va se passer quelque chose. Ils mettent quasiment 1 milliard de dollars au départ et ils se disent OK, on va faire discuter ces idées 96 fois entre elles, mais pour voir émerger vraiment du raisonnement ou de understanding, ben, il va falloir entraîner ça sur plusieurs milliards de tokens, plusieurs milliards de mots. Ben, il fallait faire un pari, ils ont fait ce pari, ils ont réussi, et donc tout le monde a suivi après, et maintenant on a des ChatGPT-like partout. Alors oui, donc ils ont réussi ce pari parce que là ils sont quand même, je pense, devant, même s'il y a Anthropic, d'autres entreprises Ouais. qui sont à très bon niveau. Ouais. Mais si on réfléchit à la suite, est-ce que tu penses que c'est ces méthodes-là qui vont nous emmener à l'intelligence artificielle générale? D'abord, c'est quoi question. d'ailleurs l'IA générale? Et Ouais. est-ce que c'est ça qui va nous y emmener? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une question de scale, comme tu as dit? Est-ce qu'en rajoutant quelques milliards supplémentaires, et ben, en fait, on va arriver à un moment à une espèce de shift qu'on ne comprendra pas forcément, qui va être Ouais. comme l'éveil de la conscience ou pas? Je vais donner mon point de vue qui vaut ce qui vaut et qui m'engage que moi. Alors, c'est quoi AGI? C'est quoi l'intelligence artificielle générale? L'intelligence artificielle générale, c'est la capacité d'une entité à avoir une réflexion qui est complexe sur un certain nombre de domaines et qui est capable de ne pas faire de bêtises qui est criante, de type, par exemple, faire des bêtises sur une addition, une multiplication, qui est capable d'avoir un raisonnement, de conduire une réflexion et d'avoir une sorte de cohérence dans le temps. Donc, en fait, voilà, quand je décris ça, on voit bien que ChatGPT n'est pas capable de faire ça. ChatGPT, il n'y a pas de notion de raisonnement, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de c'est raisonnement l'input-output. numérique, il n'y a pas de raisonnement et il n'y a pas de cohérence dans le Il n'y a temps. pas de cohérence Comme dans le tu temps, c'est input-output. En fait, donc ça c'est AGI. Donc AGI, normalement, AGI, c'est une machine qui est censée être aussi bonne que l'être humain sur toutes les tâches de l'être humain. Et ASI, intelligence artificielle super intelligence, enfin, super avec S avant, c'est quelque chose qui est meilleur que l'être humain partout, meilleur que n'importe quel être humain sur tout sujet. Ok. Donc forcément, quand on a cette définition de AGI, ben, c'est pas les LLM. Les LLM sont des machines à compléter, à continuer. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique. Ce sont des machines à prédire le mot qui suit. Évidemment, quand tu prédis le mot qui suit, bah, évidemment, tu as une semblance d'intelligence parce que tu dis pas n'importe quoi, tu dis des choses qui sont logiques. Mais est-ce que c'est pas est-ce que nous aussi on fait pas que prédire le mot qui suit? Parce que je voyais un truc qui est super intéressant qui disait que dans les 4 premières années de la vie d'un enfant, il avait vu des milliards milliards de données qui sont beaucoup plus bien sûr, parce qu'on il y a ce point-là on prend tous les sens, etc. Donc bon, la réflexion est un peu biaisée, mais je veux dire, si on prend tous les inputs sensoriels de l'être humain de 0 à 4 ans, c'est beaucoup plus important que les 100 milliards de tokens. Alors, est-ce que justement, c'est pas comme ça que nous on réfléchit? Je vais te dire. Alors, ça, c'est le titre d'un article de blog que je vais écrire, que je commence à écrire, que je vais finir bientôt, qui s'appelle Je suis un LLM et vous. Donc, vous pourrez le lire sur s1.ma. Donc, blague à part, oui, nous sommes des machines à prédire le prochain mot, sauf que ce qui se passe dans le cerveau, c'est que nous ne sommes pas une machine à prédire le prochain mot, nous sommes des milliers de petites machines à prédire le prochain mot, la prochaine émotion, le prochain geste, la prochaine idée, à confronter l'idée. Et donc, la confusion de se dire ChatGPT, c'est pas une AGI, elle est dans le fait que l'être humain, en tout cas tel que moi je le vois ma tête, tel qu'il se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a des milliers de voix qui discutent entre elles, beaucoup d'idées qui se clashent entre elles, qui résonnent, et puis à la fin, l'être humain, machine à prédire le next mot, c'est l'output agrégé d'un ensemble de process. Et donc c'est comme si j'avais, je sais pas, 50 ChatGPT dans ma tête et qui font un peu de tout avec une mémoire. Alors maintenant, est-ce que ChatGPT peut devenir une AGI? Moi, je pense que oui, avec une approche agent. C'est-à-dire qu'il faut réussir, et ça fait partie des choses que sur lesquelles j'ai envie de travailler. Ça va faire le lien avec la suite. Ouais. C'est l'approche agentique. Agentique, c'est se dire ChatGPT, c'est qu'une brique de raisonnement, mais si je mets 15 briques de raisonnement ensemble qui discutent entre elles avec une mémoire structurée dans une base de données et qui échangent et qui arrivent à des consensus, ben je peux arriver à avoir quelque chose qui simule une AGI. Ça, c'est mon pari, c'est le pari que font d'autres entreprises. D'autres personnes comme Yann LeCun, donc, qui est un chercheur très connu chez Facebook, Meta.
Lui, effectivement, il a un avis diamétralement opposé. Il te dit qu'effectivement, l'architecture LLM ne permettra pas, même avec l'approche agentique, ne permettra pas d'avoir une intelligence artificielle générale. Et il donne souvent comme exemple qu'un bébé, effectivement, il consomme énormément d'informations, beaucoup plus riches parce que les modalités sont des modalités d'image, de son, qui ne sont pas uniquement les tokens, même si le GPT-4o qui a été sorti par OpenAI il n'y a pas longtemps, c'est un GPT multimodal. Donc voilà, il est sur l'image, sur le son, etc. Donc l'AGI, c'est un conscient qui résonne et en fait un inconscient qui se bat et qui discute avec lui. Oui, exactement. Alors, mais pour y arriver, est-ce qu'il faut une nouvelle architecture ou est-ce qu'on peut arriver à émuler ça avec les architectures classiques? Là, il y a un débat qui n'est pas encore tracé pour moi. Alors, je pense que ça fait parfaitement le lien avec, avec la suite. C'est que qu'aujourd'hui, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as déjà fait beaucoup d'intrapreneuriat, tu as beaucoup écrit, tu as beaucoup, comment dire, entre guillemets, bricolé, mais je dis ça très positivement, c'est-à-dire bricoler, réfléchir sur des sujets, etc. Absolument. Et maintenant, tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans l'IA. Ouais. Qu'est-ce que tu lances? Quelle est ta vision sur ça et pourquoi? J'ai une vision très simple et elle est née de ma conviction que je viens de dire, donc ça fait le lien avec le débat qu'on avait. De ce que j'ai vu comme outil, de ce que j'ai vu comme LLM, je pense qu'il n'y a rien que l'être humain peut faire qu'un système suffisamment bien construit et agentique ne pourra pas faire. Donc, mon pari, c'est qu'on pourra remplacer peut-être 70%, 80% des travaux non manuels, qui sont digitaux, qui sont intellectuels, 80%, peut-être 70%, il faut voir quel ratio, avec un ensemble de GPT-like correctement assemblés, qui discutent entre eux avec des mémoires et avec une sorte de framework global, de cerveau global, avec une orchestration globale. Donc il y a un cerveau et il y a juste pour expliquer, il y a des agents qui eux sont par tâche ou groupe de tâches ou type de tâche. Tout à fait. Tu vas avoir un agent qui va être dédié aux émotions. Tu vas peut-être, si on veut une intelligence qui fait de l'émotionnel, un chat GPT qui va être un GPT qui va être par exemple dédié à aller chercher de l'information d'une base de données, un GPT qui va être dédié à consolider l'information, à l'agréger, à la vérifier, etc. Le calcul, tout à fait. Donc cette agrégation de GPT ou de LLM, pour rester générique, je pense... LLM, donc Large Language Model. Voilà, LLM pour Large Language Model. Elle est à même de remplacer un grand nombre de nos activités corporate qui sont non manuelles. Ça, c'est mon pari. Et je pense que l'open source plus le fait qu'on ait des modèles de plus en plus puissants et de moins en moins chers, parce qu'aujourd'hui, une des limites, c'est qu'ils sont chers et que les modèles sont lents. Et que si on veut faire discuter 100 LLM entre eux, ça va prendre 20 minutes. Ce qui se fait de manière instinctive et ce qui se fait de manière très rapide dans le cerveau. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'épouser la croissance, on va déposer, on va dire, l'augmentation de la vitesse des LLM, la diminution des coûts et l'augmentation et la richesse de ces librairies open source pour essayer d'attaquer le marché, tout le marché intellectuel le plus tôt possible. Génial. Donc, très intéressant. Donc, LLM, avec des agents qui vont faire des tâches qui, pour l'instant, sont faites pour tout ou partie par des êtres humains. Tu lances ça au Maroc. C'est quoi les secteurs qui t'intéressent? Est-ce que tu peux nous dire quelques secteurs qui, pour toi, pourraient être impactés par ce type de technologie? Bien sûr. Alors, il faut d'abord aller chercher des secteurs qui ne sont pas forcément extrêmement... dans lequel une hallucination n'est pas forcément trop grave. Dans lequel le risque de faux positif, le risque de dire une information qui est fausse, c'est pas trop grave. Donc moi je pense introduire un biais, des checks humains. Voilà, ou introduire des checks comme dans la santé par exemple. Voilà. Et je pense que les 20% ils viendront de là, ils viendront peut-être d'un certain nombre de métiers qui sont très critiques, qui sont d'un point de vue éthique, on peut pas déléguer à un LLM, ou d'autre part il faudra un métier de check ou des gens qui vérifient, contrôlent aux 4 yeux, mais une grande partie du travail va être automatisé. Et donc pour moi le métier principal, ça va être un métier qui est tout ce qui est gestion de process, tout ce qui est back-office, parce qu'ils font de la lecture de documents, de la gestion de documents, consolidation de l'information, récupérer des process, appliquer ces process, renseigner des formes, essayer d'envoyer des informations à travers des applications, etc. Et donc, il y a un travail d'automatisation qui a déjà été fait, qui commence à être fait au Maroc, un peu partout dans le monde, avec le RPA, Robot Process Automation. Mais je pense qu'il va être révolutionné par les LLM, par leur capacité à comprendre l'information, la donnée textuelle et images.
Ça, pour moi, c'est le grand métier qui va être révolutionné. Et quand on dit back-office, en fait, dans toutes les corporates, partout il y a des back-office. Le back-office, ce n'est pas forcément celui qui va traiter d'un chèque. Ça va être partout le back-office, métier de secrétariat, métier de gestion de process, tous les métiers qui sont très fournis en documents et qui doivent suivre un certain nombre d'étapes assez claires et pas trop fantaisistes. Maintenant, il y a un deuxième domaine qui est le domaine, pour moi, peut-être un peu plus touchy, mais qui est le domaine du legal. Tu vois, dans le legal, il y a toute la partie juriste, toute la partie peut-être avocat, où c'est intéressant parce que là, il faut reléguer la machine à un statut de copilote, pas forcément à un statut de celui qui va prendre la main. Et c'est un peu le cas aujourd'hui avec l'informatique. Aujourd'hui, les IA, les LLM ne codent pas pour nous. Elles nous aident à coder, mais il faut toujours un check être humain, il faut toujours un être humain qui puisse piloter, qui puisse donner les guidelines. Donc la même chose pour tout ce qui est, pour tout ce qui est legal. Et puis dans la médecine aussi, je pense qu'on peut arriver à avoir une offre de santé qui est moins chère et qui reste à de très très bons standards en termes de faux positifs, en termes d'erreurs ou en termes d'hallucinations, grâce au LLM. Donc moi, ces trois domaines, c'est des domaines qui me plaisent, où je pense qu'il y a un gros potentiel parce qu'il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de données, que ce soit de la donnée imagerie, de la donnée visuelle ou bien de la donnée texte, que ce soit dans le legal, et évidemment dans le corporate, les back-office. Ok. Non, il y a différents sujets qui sont vraiment super intéressants. Par exemple, en effet, dans la santé, tu peux très bien avoir des analyses qui sont traitées par, Ça se fait déjà, hein. par de l'IA, Bien sûr. mais avec un check. Mais par contre, on va faire gagner du temps finalement aux médecins. Ouais. Et finalement, sur les aspects légaux, comme tu l'as dit, c'est un copilote dans le sens où Ouais. Google aussi en fait est un copilote. Bien sûr. Il y a déjà des bases de données de recherche, de texte, etc. Tout à fait. Mais peut-être une nouvelle forme ou peut-être Tout à des fait. nouvelles utilisations peuvent aider. Sur le médical, il y a beaucoup de choses qui se font dans le machine learning depuis une dizaine d'années, depuis même 15 ans. Je pense que la révolution, c'est que quand on rajoute du LLM dedans, c'est qu'on rajoute une composante, surtout le language. Et donc, on est capable de pas seulement partir d'une image et d'arriver à un diagnostic, on est capable de partir d'une image et d'y intégrer une composante texte, une composante discussion, une composante compréhension, une composante des corpus, de l'information qui est peut-être dans des rapports, etc. Et d'arriver et d'aboutir à quelque chose qui est plus précis que juste l'output qu'on avait à partir de l'image seule. Ouais. Et en fait, c'est l'idée que dès qu'on met le langage, on met le raisonnement, on met la pensée et on aboutit à des abstractions qui sont plus importantes et qui nous permettent d'avoir plus de valeur, donc qui nous permettent de faire plus de choses. Ok, très intéressant. Je sais que tu fais aussi, as aussi une activité de conseil qui vient forcément de tes expériences chez Octo, tes expériences dans des corporates au Maroc. Je crois que c'est de la data science, ou en tout cas des sujets qui sont forcément reliés à ça. À qui tu t'adresses parmi les gens qui vont nous écouter, qui pourrait être intéressé et venir te parler. Voilà. Quels sont les types de sujets que tu regardes? Moi, je suis challenge driven, donc j'apprécie résoudre des challenges. Et les challenges aujourd'hui, je pense qu'ils sont autour du LLM. Ils étaient autour de la blockchain il y a 2-3 ans. On va y venir. Ouais, la vague est un peu tombée, mais pour moi, les challenges, ce qui est impossible, qu'on arrive à réaliser ce qui est impossible. Ouais. Mais ce qui est possible, bon, il y a plein de gens qui font ce que je fais dans la data, D'accord. qui font très très bien aussi. L'écosystème de la data au Maroc, quand même, Se développe. Ouais, s'est développé, a progressé. Il y a des compétences, et des gens qui savent bien faire les choses. Mais dès qu'on parle de quelques... Donc tu aimes bien les sujets un peu tailor-made, challengeants, et qui restent... Et qu'on en fasse une start-up. Ouais. Tu vois, pour moi le sujet ultime, l'output ultime d'un truc très challengeant, c'est d'essayer de le rendre un produit. Un business. Bien sûr, d'un business et d'en faire une start-up. Donc voilà, si vous avez une idée, si quelqu'un a une idée et besoin d'un quelque chose de très complexe, on peut craquer le sujet ensemble et en faire une idée complexe qui est à la frontière de la techno ou pas, ou qui est nouvelle, et besoin d'un sparring partner. Exactement. Ok. On vit pour le challenge intellectuel. Je pense que c'est intéressant. On est dans une phase où l'informatique est devenue extrêmement démocratisée. C'est une commodity. N'importe qui peut acheter, n'importe qui. Mais en tout cas, acheter un PC, c'est en tout cas 100 fois moins cher qu'il y a 50 ans, 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans. Ouais. Les librairies sont là, la data est là, même si une grosse partie de la data est cachée. Il y a Internet, il y a beaucoup de choses. La data est là, les algorithmes sont là.
now is the moment, surtout pour nous, nous avons un cerveau, notre cerveau n'est pas pire que celui des gens en Californie, en Silicon Valley, ou des Européens, ou en Chine. Et donc, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que nous avons tous les atouts, nous avons tous les outils pour faire de très très belles startups, de craquer de très beaux sujets. Et il faut juste de la volonté, il faut juste être positif et travailler ensemble. Ok, magnifique. Bah, le message est lancé. Ouais. Il y a un autre sujet dont je veux parler. Comme je disais, moi, je t'ai découvert beaucoup à travers l'écrit. Yes. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un call et Ouais. c'était assez rapide. Mais en fait, c'est surtout l'écrit et les blog posts que tu écris depuis quelques années qui m'ont intéressé. Et j'ai remarqué plusieurs choses. D'abord, tu es resté sur un mode textuel, blog, ce qui se faisait beaucoup... ou ce qui se fait toujours beaucoup dans les startups, dans la Silicon Valley, etc. C'est-à-dire des longs blog posts réfléchis, etc. Sur des sujets qui sont variés. Pourquoi tu écris? Comment c'est venu? Comment tu structures ton écriture? Est-ce que c'est quand même c'est assez long? Est-ce que c'est ta manière de réfléchir, de mettre tes réflexions sur le papier? Quelle importance a l'écriture dans ta vie? Moi, j'encourage tout le monde à écrire. Et c'est sur isam.m, il faut aller regarder. Ouais. Le nom du site est facile à retenir. Tu as trouvé un bon nom de domaine. J'ai eu de la chance, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'encourage vraiment tout le monde à écrire parce que je pense que écrire, c'est quand j'écris, ça m'aide à structurer mes idées et ça m'aide à suivre un fil conducteur. J'ai un cerveau qui s'éparpille très très vite, qui a des idées dans tous les sens. Et parfois, j'arrive à ce que j'appelle attraper un fil. Et j'ai des moments de blanc, je peux avoir 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, peut-être une minute de blanc, où je vais tirer ce fil et je vais avoir en général mon premier paragraphe de blog. C'est comme tous mes blogs sont écrits comme ça. C'est des moments où j'ai une idée et puis pour des raisons ou pour une autre, je suis quelque part où je suis tranquille et je pense à quelque chose et je vais tirer le fil et les 200 premiers mots ou les 200 premières idées, c'est mon introduction de blog et ensuite je me dis je tiens quelque chose, il faut que je ne perde pas ce fil et donc du coup le fait d'écrire me permet de me raccrocher à ce fil. Donc à chaque fois que j'écris dans mon blog, je relis le début et je rattrape le fil et je continue. Et pour moi, ça a été un travail, c'est vraiment un travail interne de focalisation, de concentration. C'est très difficile de se concentrer aujourd'hui. Moi, j'ai perdu une grande partie de ma capacité de concentration à cause notamment des réseaux sociaux et du YouTube aussi, il faut dire les choses. Les contenus courts, c'est vraiment très dommageable. Mais l'écriture surtout me permet c'est une grande respiration, c'est une forme de méditation. J'adore le faire quand j'ai de la musique. J'écoute de la musique, j'écoute surtout de la pluie, j'écoute les bruits blancs. Et pour moi, c'est une forme de méditation dans un monde où tout bouge et on a de plus en plus de mal à nous concentrer. Donc moi, pour moi, c'est plus une activité. Je le fais pour moi. J'aime bien promouvoir un peu mes articles sur LinkedIn pour le plaisir, mais j'écris vraiment pour moi et c'est vraiment mon moment de méditation, on va dire mensuel, sur des sujets qui me passionnent. Maintenant, une deuxième raison pour laquelle j'écris, c'est que quand un sujet doit être craqué, je préfère le craquer sous forme textuelle que le craquer tout seul. Donc, par exemple, je ne sais pas, on avait un type de smart contract un peu spécial dans la blockchain Ethereum, et je voulais deep diver dans ce type de smart contract. C'était les ERC20, c'était à l'époque des ERC20, donc c'était les monnaies, le iDirham, c'est mon article sur les iDirham. Bref, j'avais un sujet qui était intéressant, je voulais faire un deep dive dessus. Je me suis dit, tant qu'à faire un deep dive dessus, autant l'écrire et le partager à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce de quoi ça parle et où est-ce qu'on va. Et donc, ça force à avoir un jalon avec une réflexion de A à Z. Exactement, structuré. Ce qui est satisfaisant. C'est-à-dire, tu te dis, bien sûr, j'aurais pu faire autre chose, mais au moins, je l'ai arrêté un peu comme quand on finit un exercice. Quoi. Effectivement, alors qu'une réflexion ne se termine jamais. Ok. Donc, tu écris sur des sujets variés qui viennent de tes passions, donc data science, tes rôles dans des corporates, blockchain, un peu développement personnel, donc des sujets assez différents. Mais ça t'a emmené jusqu'à écrire un livre. Ouais. Ce qui est super cool. Donc, tu as écrit ce livre qui est Les 7 péchés capitaux du Bitcoin, que j'ai lu, qui est passionnant, que je conseille vraiment, qui est très, très intéressant, et qui prend un angle qui est intéressant, surtout venant de quelqu'un qui est passionné en tout cas de la technologie qui est derrière les crypto-monnaies. C'est-à-dire, l'angle, c'est quels sont les 7 problèmes majeurs, les 7 crypto-monnaies killers, comme on dit Ethereum killer, mais les 7 crypto-monnaies killers ou Bitcoin killers,
qui existent, et en se focalisant sur cela. Donc ça parle de gouvernance, de qui détient ces crypto-monnaies, etc. Comment tu as écrit ce livre? Qu'est-ce que c'est qu'être primo-auteur et écrire un livre? Comment ça s'est passé? C'était difficile? C'est une belle expérience. En fait, l'écriture, elle est venue naturellement. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai entre autres 2 amis qui me parlaient beaucoup de crypto-monnaies à l'époque de la bulle. Et je leur dis, faites attention, faites attention. C'est un jeu à somme nulle. Si vous gagnez, c'est parce que d'autres perdent. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui perdent aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens perdront dans le futur. À moins d'une adoption généralisée. Mais en tout cas, oui, tu as raison de commencer par parler de ça, parce que c'est... Ça faisait partie de... Surtout pour les gens quand tu connais pas, savent pas. Bien sûr. Ouais, ça faisait partie de mon travail de vulgarisation. Et donc, au début, j'écris un article où j'essaie de dépassionner. Les gens me disaient, le Bitcoin, c'est une monnaie qui tombe du ciel. Je leur dis, non, le Bitcoin, c'est des gens, c'est des développeurs qui ont développé un code qui tourne sur des machines. Ces machines sont à droite, à gauche. Et donc, mon premier article, c'était une façon d'expliquer et de dire, vous mettez toutes vos économies dans quelque chose, mais ce quelque chose-là, c'est quelque chose de très humain, qui a aussi des failles très humaines. Donc du coup, je voulais dépassionner le sujet, je voulais le rendre un peu plus matérialisé, le concrétiser. Et puis au bout d'un moment, j'ai écrit le 2e article qui était sur le sujet environnemental, parce qu'on m'avait posé une question. Et puis je me retrouve à écrire cet article. Et puis ensuite, je me dis, mon père me dit, mais écoute, tu pourrais rassembler cet article en un livre. Il faudrait les étoffer un petit peu. Et c'était le Covid, on avait un peu de temps, parce qu'on était enfermés chez soi. Et donc voilà, tous les soirs, je retravaillais les articles, puis je les ai compilés, je les ai soumis au premier... J'ai googlé éditeur sur Internet. Donc, ça se fait éditer facilement quand on n'a jamais édité? Je sais pas. Moi, j'ai googlé une maison d'édition, c'est 3 colonnes. Je leur ai envoyé le manuscrit. Au bout de 2 semaines, ils m'ont dit c'est bon pour nous. Il va falloir travailler ça et ça et ça. Bon, j'ai retravaillé les sujets, puis c'était publié à la FNAC, quoi. Génial. Donc voilà, c'était assez la partie simple. finalement publication était assez facile. À distance, ils sont en France, je suis au Maroc. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Moi, je l'ai lu en e-book, mais où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors pour les gens qui veulent vraiment, vous pouvez l'acheter, vous pouvez aussi lire les articles de blog. Donc voilà, je vous force pas à acheter le livre. Les articles de blog sont pas aussi complets, mais ils contiennent vraiment le cœur de ce qu'il y a. Alors pour l'acheter, il faut aller juste à la FNAC et voilà, le commander au Maroc, mais il faut le livrer, donc ça prend en général 3 semaines. Ok. Alors du coup, toute ta réflexion sur les crypto-monnaies te pousse à écrire ce livre. Maintenant, si on rentre dans le sujet, comment est-ce que tu as découvert le monde de blockchain, crypto-monnaie? C'est pénible, mais je vais en parler. J'ai reçu des mails sur le Bitcoin en 2013 et en 2014. Alors j'ai raté la première vague. J'ai raté la vague 2010-2011. Je suis pas dedans. Je le dis, j'étais pas au courant. Mon premier mail, j'ai reçu un mail en 2013. J'avais lu le mail. Je m'étais dit, il y a aucune chance que ce truc-là il passe parce que la monnaie est une prérogative des États. Et je continue de le penser. La monnaie est une prérogative des États parce qu'il faut bien réguler une économie. Une économie, c'est de l'inflation. Une économie, c'est une distribution de la ressource. L'argent ne veut rien dire. L'argent, c'est un moyen d'allouer des ressources à des gens. L'argent n'a aucun sens en soi. Donc le Bitcoin est clairement une volonté d'extirper, de sortir, d'enlever aux banques centrales leur pouvoir de décision, leur pouvoir de création monétaire, leur pouvoir de contrôle de cette répartition. On ne peut pas dans une économie, peut-être dans une économie mondiale ou dans une économie avec plusieurs planètes, on pourrait imaginer une sorte de Bitcoin planétaire, ou une Bitcoin galactique. Mais à l'échelle d'un pays, ça n'a aucun sens pour un pays de mettre une crypto-monnaie qui soit complètement décentralisée, sur laquelle un pays n'aurait aucun moyen, aucun levier. Donc je m'étais dit ça, et puis bon, j'ai un peu tué le sujet. En 2014, j'ai continué à explorer un peu le sujet d'un point de vue technique. J'ai jamais miné de Bitcoin, donc malheureusement, sinon je serais peut-être aux Bahamas aujourd'hui, je ne serais pas là. Heureusement d'ailleurs, moi je suis content, parce que je suis content de ce que j'ai fait après. Et puis en 2015, j'ai suivi Ethereum, la blockchain Ethereum, ça dès le début. J'ai développé sur Ethereum, j'ai fait un peu d'Ethereum, j'ai eu un peu d'Ethereum à une époque que j'ai vendu à la vague de 2017. Et voilà. Et puis pour moi, c'était surtout une technologie extraordinaire, un protocole extraordinairement bien pensé et qu'on n'a jamais craqué. En tout cas, le proof of work du Bitcoin, c'est quelque chose qui est tellement bien pensé, qui n'est pas le premier parce qu'il existe il y a Hashcash avant. Hashcash. Voilà, il y a des protocoles. Enfin, tu vois, ça tombe pas du ciel, hein, ça vient dans un processus. Mais disons que
la technologie est tellement extraordinairement bien faite. L'idée de décentraliser la confiance, c'est une idée qui est tellement belle dans un monde où tout est digital, où tout est reproductible, où on ne sait pas s'il y a des deepfakes partout, on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas si on reçoit un mail, on ne sait pas si c'est quelqu'un, on n'est pas en train de se faire scammer, etc. Donc, pour moi, c'était plus une curiosité technique, et ça reste aujourd'hui une curiosité technique, plus que l'application Bitcoin, crypto-monnaie, qui est pour moi quelque chose qui, pour plein de raisons techniques et économiques, est voué à disparaître. Mais le protocole n'est pas voué à disparaître. Je pense que le protocole, notamment les smart contracts, des blockchains comme Ethereum et les blockchains Solidity, c'est quelque chose qui est amené à se développer et à grandir. Ouais, ok. Il y a un sujet dans ton livre qui est vraiment super intéressant sur justement les crypto-monnaies, en tout cas les crypto-actifs ou la blockchain. Ouais. C'est il y a un graphique qui montre le nombre qui classe les pays dans le monde et qui les classe par nombre de personnes, enfin par proportion de personnes qui détiennent ou utilisent des crypto-actifs. Voilà, selon un sondage. Selon un sondage, bien sûr, et ça date de 3-4 ans. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les premiers pays dans ce sondage-là, en tout cas, le premier pays, c'est le Nigeria, qui est environ à 30%. Et autour de 20%, il y a 2 pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam et j'ai oublié le deuxième. Et je crois que, par exemple, les États-Unis sont 9e ou 10e. Ouais. Donc, ma question, c'est, dans les pays émergents, en Afrique, en Asie du Sud-Est, quelles peuvent être les utilisations de cette technologie justement qui est derrière, de ces protocoles dont tu parlais, même en dépassant les monnaies, quelles peuvent être ces utilisations? C'est une bonne question. Alors, le cas du Nigeria, c'est un très bon exemple parce que le Bitcoin au Nigeria, ça a été surtout aujourd'hui un moyen de faire pression sur la banque centrale nigériane pour éviter les dévaluations, pour réguler l'inflation. Je pense que aujourd'hui, le Bitcoin, son principal effet, c'est quelque part de mettre une forme de pression sur cette banque centrale. Maintenant, les cas d'usage sont les cas d'usage classiques. Donc hedge contre l'inflation. Donc, du coup, ceux qui achètent du Bitcoin, ils sont en train de parier contre la monnaie de leur pays. Donc, c'est une façon de faire pression sur la banque centrale, mais quelque part, c'est antipatriotique. Vous êtes en train de parier contre votre... au lieu d'acheter de l'immobilier ou d'investir, vous êtes en train de parier contre votre monnaie. Ça, d'une part. D'autre part, il y a tous les sujets échapper à la monnaie, échapper aux frais de la monnaie. Donc, du coup, tout ce qui est échange transfrontalier, rapatriement de devises, rapatriement d'argent, alors pas les MRE, mais les expats, enfin les Nigérians qui sont à l'étranger, qui veulent ramener de l'argent, qui veulent donner de l'argent à des gens de leur famille dans leur pays, du coup, ils peuvent utiliser le Bitcoin de manière plus... Alors, du coup, c'est interdit, il faut le dire les choses. C'est semi-autorisé, mais ça reste quand même interdit. Il y a une sorte de laxisme par rapport à ça au Nigeria. Pour moi, c'est un phénomène qui n'est pas forcément un phénomène qui est amené à rester. Pour moi, c'est un phénomène sur lequel, d'ailleurs, les Nigériens essaient de maîtriser ce phénomène en fermant un certain nombre de comptes bancaires qui sont liés à les échanges de crypto-monnaies. Typiquement, les gens qui font BHRA. Parce qu'évidemment, les gens qui reçoivent de l'argent en Bitcoin, ils ont besoin du Naira pour acheter... donc, ils ont besoin d'interfaces d'échange. De contrepartie. Voilà, de contrepartie, de bureaux de change officieux. Donc, ces bureaux de change officieux sont éliminés par le gouvernement du Nigeria. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est amené à rester parce que, là encore, le Bitcoin ne peut pas coexister avec... alors, pour plein de raisons, notamment la fluctuation, le fait qu'il n'est pas contrôlé, mais un pays comme le Nigeria ne peut pas baser sa monnaie sur le Bitcoin parce qu'il serait soumis à des whales, à des baleines qui pourraient faire bouger les cours. Il est soumis à la situation énergétique, il est soumis à beaucoup de choses. Donc, ça n'a pas de sens pour le Nigeria, typiquement, de déléguer sa souveraineté monétaire à une entité décentralisée qui, en fait, est décentralisée, mais qui est en fait contrôlée par les mineurs. Et ces mineurs, ils sont bien dans des pays, ils sont bien installés quelque part, donc ils sont décentralisés, mais ils ont un visage. Donc, ils sont aussi capables de faire... par exemple, shut down une mine pour faire tomber pour faire tomber le prix ou pour faire augmenter les... Et ça s'est déjà fait. Enfin, il y a déjà eu des gros mouvements de fermeture de mines dans des pays comme en Chine qui ont arrêté pour des raisons énergétiques parce que c'était proche de
Tout à fait. Le breakdown, je crois que c'était 2017, 2018, peut-être un peu après, en Chine, pour des raisons énergétiques, effectivement. Ça a eu un gros impact. Un gros impact sur les frais de transaction, un gros impact sur le prix. Et donc, du coup, à ce moment-là, si ton économie est basée sur le Bitcoin, du jour au lendemain, le prix monte ou le prix descend. Ouais. C'est ça, il faut rappeler qu'il y a des impacts régulatoires ou géopolitiques qui peuvent être très compliqués. Il y a un petit dernier sujet pour parler de l'article dont tu as parlé tout à l'heure sur le IDIRAM. Ouais. Donc c'est une idée, c'est une espèce de proposition, de framework. Ouais. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, c'est une idée qui est assez simple, qui naît de... Alors d'abord, cette idée, elle est née de la volonté de la Banque Maghreb de capitaliser sur la blockchain. Donc il y a un groupe de travail qui travaille sur le sujet depuis quelques années, depuis je pense 2020, qui explore le sujet, qui voit ce que ça peut apporter. Donc c'est une excellente chose, je les encourage. Et donc moi j'avais ça en tête et je m'étais dit, moi je vais contribuer au débat et je vais réfléchir sur le sujet. Le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, quand je dis Bitcoin, moi je suis très anti-Bitcoin, mais je ne suis pas anti-blockchain. Et je pense que les stablecoins dans les smart contracts ont un futur dans nos économies, pour plein de raisons. Donc, du coup, l'idée, c'était de combiner les deux, c'était de faire un stablecoin en dirham qui se base sur une technologie Ethereum de smart contract et qui soit sous la houlette de la Banque centrale. Donc, il faut maintenir une indépendance monétaire. Il faut que la Banque centrale puisse jouer sur le taux directeur, puisse jouer sur l'émission de monnaie, puisse jouer sur la destruction de la valeur, destruction de la monnaie, etc. Mais d'autre part, il faut profiter de l'écosystème technologique de la blockchain. Les smart contracts, la confiance, les API, les librairies, l'open source, etc. Donc, je m'étais dit, voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, je continue de le croire. Le lien entre la blockchain et les nécessités de maîtrise de nos économies complexes, il se fait exactement ici, il se fait dans des stablecoins contrôlés par les banques centrales qui profitent d'un écosystème où les startups fintech peuvent venir placer leurs produits. Tout en ayant un contrôle, une réglementation, une régulation comme ce qui peut se faire en Europe, par exemple. Exactement. Ok, écoute, très intéressant. Pour conclure, j'ai deux, trois petites questions avant de conclure. Il y a un sujet dont on n'a pas traité, qui est aussi un des sujets sur lesquels tu écris. C'est le sujet de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui a un peu établi les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, mais qui est un mot un peu dévoyé. Tout à fait. Je sais que depuis une quinzaine d'années, tu lis sur ces sujets. Donc il y a un auteur qui est très connu dans le sujet, qui est Anthony Robbins, qui a écrit Pouvoir illimité. Je pense que c'est un livre qui est important pour toi. Qu'est-ce que ces lectures-là d'Anthony Robbins t'ont apporté et voilà, quelles sont les lectures que tu recommandes? Alors, brièvement, pour moi, le développement personnel, la programmation neurolinguistique, c'est vraiment une programmation du soi. Et au début, on n'y croit pas, mais en fait, nous avons dans notre cerveau, dans notre inconscient, un grand nombre de portes, de barrières, de murs qu'il faut ouvrir, qu'il faut casser, qu'il faut essayer d'où il faut s'extirper. Et la programmation neurolinguistique, c'est un ensemble de techniques qui permettent de faire une introspection, une réflexion sur soi pour casser ces barrières et ces murs. Et je pense que pour moi, c'est ça le parcours du développement personnel. C'est des gens qui sont capables d'avoir cette capacité d'introspection, qui sont capables d'avoir cette capacité à rentrer à l'intérieur pour essayer de voir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, où sont mes limites, comment est-ce que je peux me dépasser, qu'est-ce qui marche pas dans mon cerveau. Et Anthony Robbins, ça a été effectivement le premier ouvrage de PNL que j'ai lu, et c'était en prépa, et j'avais besoin de cette confiance, et je l'ai trouvé cette confiance en prépa grâce à Anthony Robbins notamment. C'est mon père qui m'avait dit, écoute, lis ce livre, il peut t'intéresser. Il m'a beaucoup intéressé pour le coup. Et pour moi, ça a été Pouvoir illimité. Le titre du livre, c'est Pouvoir illimité. J'ai un pouvoir illimité. Je sens que j'ai ce pouvoir illimité. Je le sens. Voilà. Et effectivement, je sais que fondamentalement, je sais que je ne suis pas capable de voler, je ne suis pas capable de tout faire, mais j'ai cette sensation d'avoir ce pouvoir. Et donc, je suis capable de réfléchir différemment, je suis capable de revenir en arrière, je suis capable d'avoir une réflexion qui est cohérente, qui va dans tous les sens, qui va dans des sens dans lesquels je n'étais pas avant. Donc, si tu veux, ouvrir ces portes, c'est aussi la capacité pour moi
être une meilleure personne. Et c'est ça l'essence du développement personnel. Et je recommande vraiment pouvoir illimité pour les gens qui veulent juste rentrer dans le bain. Donc, quelqu'un qui veut s'intéresser à ça, tu lui conseilles celui-là en premier? Ouais, en premier. Et Christophe André aussi, j'aime beaucoup lire de ce qu'il écrit. Moi, je pense que c'est important, en tout cas dans ce monde dans lequel on vit, de réseaux sociaux, où on est harcelé, on est constamment, on va dire, attaqué par des stimuli dans tous les sens. Je pense que c'est important d'avoir une introspection plus profonde en soi, en interne, dans son cerveau, et essayer de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses limites, d'essayer de les ouvrir petit à petit. Et ça ne se fait pas naturellement, c'est pas en regardant YouTube qu'on fait ça. Il faut lire, il faut avoir des espaces de méditation, d'écriture, trouver ça, la bonne façon de faire les choses. Et comme ça, je pense qu'on se développe personnellement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3 à 5 ans avec ta boîte, tes boîtes, professionnellement ou autre Ouais. Juste la santé. Moi, avec l'âge, je me rends compte que la santé, c'est ce qui est le plus important. Tant qu'on est en bonne santé, physique et intellectuelle, la santé intellectuelle est importante, tout est possible. Le reste, on peut le reconstruire. Une boîte qui marche pas, c'est pas grave. Pour faire trop de bêtises, pas se retrouver en prison, mais moi, je pense que la santé intellectuelle et mentale, c'est vraiment les deux choses les deux assets les plus importants qu'on porte avec soi. Et ensuite, le reste, voilà, on peut le reconstruire. Donc, moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, tu me parles de 5 ans. Alors, dans 5 ans, je pense que le monde sera très différent si on a GPT-5, si on a GPT-6, GPT-7, si on a d'autres modèles. Je pense que le monde du travail ou le monde dans lequel on vit sera très, très différent avec la robotique du monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, difficile de se projeter à 5 ans. Même moi, j'ai de plus en plus de mal à me projeter dans 5 ans parce que les choses changent extrêmement vite. Et avec l'automatisation, il se peut que dans 5 ans, on soit tous, en tout cas, esclaves des machines, esclaves dans le bon sens du terme. Ou esclaves de ceux qui savent utiliser les machines. Ou esclaves de ceux qui les contrôlent, bien sûr. Mais le monde, d'un point de vue sociologique, je pense qu'il y a une très grande révolution qui est en train d'arriver, qui est la disruption du cerveau humain, en fait, tout simplement. Ok, magnifique. Où est-ce qu'on peut te contacter pour ceux que ça intéresse? Soit, alors déjà, je conseille issam.ma pour les blogs. Merci. Je conseille les 7 péchés du Bitcoin qui est vraiment super intéressant. Mais pour quelqu'un qui veut te contacter, éventuellement travailler avec toi, où est-ce qu'il peut te trouver? LinkedIn, ou bien me contacter sur contact@issam.ma. Voilà. C'est simple. Je réponds LinkedIn en général très vite. Ça j'ai pris, ça marche. Merci beaucoup Essam, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça m'a beaucoup intéressé. J'espère que ça intéressera les autres, mais j'en suis sûr. Merci. Et merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.